Bienvenue tout le monde au webinaire Mobiliser et motiver les bénévoles pendant la COVID-19 présenté par Bénévoles Canada. Avant de commencer, notez s'il vous plaît que vos microphones sont tous sur mode silencieux afin de réduire le bruit du fond pendant les présentations. Si vous avez des questions, veuillez les mettre dans le chat. Vous le trouverez en bas de votre écran. Nous aurons du temps à la fin pour vos questions et vos commentaires. Aussi, nous enregistrons ce webinaire et vous recevrez un courriel avec les liens pour l'enregistrement et pour la présentation PowerPoint. OK, on y va. Je m'appelle Alison Stevens et je travaille avec Bénévoles Canada. Vous allez rencontrer aussi Audrey Lambert-Hamel, responsable du développement et de la mobilisation de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec, et Linda Barrette, directrice générale du Centre d'action bénévole de l'Ouest de l'île de Montréal. Nous allons commencer avec quelques faits saillants de l'étude récente effectuée par Bénévoles Canada en collaboration avec les professionnels en gestion de bénévoles du Canada et Ipsos. Ensuite, Audrey et Linda vous parleront de comment leurs organismes ont vécu les derniers 5 ou 6 mois et de quelques leçons apprises. On termine avec vos questions et on espère vos commentaires aussi. En premier, quelques mots sur Bénévoles Canada. Notre vision, Canadien engagé, collectivité solide et branchée, un Canada dynamique. Vous pouvez lire notre mission. Et j'aimerais ajouter que nous travaillons pour et avec un réseau de 200 plus centres d'action bénévoles et aussi des OBNL, des compagnies, des institutions d'éducation, des départements gouvernementaux et bien sûr des bénévoles. La pandémie a changé chaque aspect de nos vies et nos collectivités. À Bénévoles Canada, nous étions intéressés à mieux comprendre l'impact de la COVID-19 sur les organismes qui travaillent avec des bénévoles et aussi l'impact sur des bénévoles eux-mêmes, ceux qui étaient déjà actifs et ceux qui ont essayé le bénévolat pour la première fois. Nous avons travaillé avec Ipsos sur les sondages, un pour les organismes et un autre pour les bénévoles. Et les sondages étaient offerts entre le 27 mai et le 12 juin. Un total de 321 organismes et 604 bénévoles ont répondu, y incluant 8% des organismes et 6% des bénévoles venant du Québec. Selon les réponses, 99 des bénévoles étaient actifs avant le mois de mars 2020 et 20% n'étaient pas actifs. Quelques résultats généraux sont sur cette diapo. Évidemment, il y avait une diminution du bénévolat. Ce n'est pas étonnant avec le nombre d'organismes qui sont fermés ou ont arrêté beaucoup d'activités. Il y avait une folle augmentation des rôles virtuels du bénévolat. Et en général, les bénévoles qui étaient actifs avant le mois de mars, avant la pandémie, ont l'intention de revenir, si c'est possible et si c'est en sécurité. Dernière grande conclusion, c'est la technologie qui a joué un grand rôle, évidemment, dans les rôles virtuels. Maintenant, je vais faire une course rapide à travers quelques résultats du sondage. Ce n'est pas une surprise que presque tous les organismes ont signalé des changements majeurs dans leurs programmes et services. Plus que 90% ont dû suspendre, reporter ou annuler tous ou certaines de leurs activités. Et en bas, vous allez voir que
plus que 90% ont dû annuler ou réduire tout ou certains programmes impliquant un contact en personne. Et aussi, plus que 75% ont transformé tout ou certains programmes en mode virtuel. Beaucoup de changements étaient apportés au rôle bénévole vécu ou mis en œuvre par l'organisme. Je crois que peut-être il y aura des expériences des deux organismes présents aujourd'hui pour illustrer ces changements. Mais vraiment, surtout, presque la moitié des rôles bénévoles étaient convertis en mode virtuel. Puis il y a un bénévole qui a posé la question à quoi ressemblera le bénévolat pendant l'évolution de la pandémie et après la COVID. Et pour votre information, on va faire un autre sondage, un follow-up en automne. Donc, l'effet de la COVID sur le bénévolat. La moitié des organismes ont indiqué que le nombre de personnes qui cherchent le bénévolat a diminué depuis un an. C'est intéressant. Parmi ceux qui ont indiqué, quand vous suivez la flèche, ceux qui ont indiqué cette diminution de plus que 50%, la raison citée le plus souvent était que le service, programme ou événement a été annulé ou reporté. Il n'y avait aucun autre poste disponible, suivi par la décision de l'organisme de ne pas accepter les bénévoles, pas du tout, pendant cette période. Si on voit que plus que 50% des organismes ont modifié leur rôle bénévole, et on voit qu'avant le COVID, il y avait à peu près 12% qui avaient des rôles ou qui avaient des rôles virtuels. Pendant, on voit 52%. Puis, je crois que c'est l'intention des organismes de continuer à utiliser des rôles pour le moment virtuels. C'est quoi la motivation pour faire du bénévolat? Mais c'est sûr qu'on sait que les gens veulent aider les gens dans leur collectivité et ça c'est la raison principale, mais on sait que dans cette période, il y avait aussi le fait qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui ne pouvaient pas se présenter et à cause du fait qu'ils étaient à la maison, ils avaient des aînés ils s'occupaient des aînés ou leurs enfants à l'école. À les études, pas à l'école, c'est ça le problème. Mais à cause de ça, il y avait un manque de bénévoles dans leur perception. Donc, ils ont voulu vraiment remplir cette manque. C'est quoi les facteurs qui ont influencé la capacité de faire bénévolat? Pas de surprise ici. C'était vraiment les deux choses en lien avec la technologie et aussi d'avoir du temps. De l'autre côté, c'est les facteurs qui nuisent et c'est comme intéressant, toutes les raisons, c'est comme ça, ils font bon sens, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le 17% quand même, le deuxième sur la liste. Ils ne savaient pas où trouver des occasions de bénévolat. Et c'est toujours ça qui arrive dans les sondages et malgré tous nos apports, tous les sites web, toutes les plateformes, quand même, il y a des fois difficulté à trouver les postes bénévoles. Ce qui a changé avant le mois de mars et pendant le COVID, c'est une grosse baisse de gens qui sont des bénévoles actifs. Donc, vous voyez, dans la première ligne, c'est 40% de diminution. Et en bas, c'est à peu près 40% qui ne fait pas de bénévolat. Comme augmentation des gens qui ne font pas de bénévolat. Et l'autre qui est surligné, c'est le nombre de personnes ou le pourcentage qui aident des gens comme informellement dans leur quartier, c'était à peu près le même.
Ce diapo est assez chargé, mais je veux juste expliquer un peu à gauche comment les activités ont changé. On a parlé du fait qu'il y a presque 40%, on voit ici, qui ont arrêté de faire du bénévolat, et il y a un 20% qui fait du bénévolat à distance. À droite, on voit comment on a posé la question aux organismes. On n'est pas avec les bénévoles dans ce résultat-là. C'est des organismes, on a posé la question comment vous continuez à motiver les bénévoles qui sont plus là, soit en virtuel ou soit à la maison pour plusieurs raisons. Puis la plus importante, c'est les courriels, les textos. Mais on voit qu'il y a beaucoup de moyennes utilisées parce que c'est plus que 100%. Il y en a qui utilisent beaucoup de moyennes. Et enfin, on a voulu demander aux bénévoles, c'est quoi vos intentions concernant retourner à l'organisme? Et la grosse majorité, plus que 80%, ont dit que oui. Et un 12% ont dit oui si la condition que les pratiques de santé sont en sécurité. Non, excusez-moi, j'ai mal lu. C'est 80 en général qui veulent retourner et un 12% qui ne sont pas certains. Il y en a qui ont dit même ils ont hâte à retourner. Donc, quelques commentaires, mais je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Donc, c'est juste intéressant de voir comment les gens, il y a beaucoup de commentaires sur le sondage. Et il y a des gens qui sont inspirés par ce qu'ils voient dans l'organisme et dans la société. Il y en a qui ont vraiment vu beaucoup de changements. Il y en a qui sont vraiment déçus qu'ils ne pouvaient pas trouver une poste. Donc maintenant, on va tourner aux organismes pour voir en action. Nous, on a beaucoup de données dans notre sondage et on va continuer à faire envoyer des parties de sondage puis un rapport. Mais entre-temps, on a voulu juste écouter des organismes qui ont vécu des situations en lien avec ces données. Donc, j'invite Audrey de commencer de la FEDEC. Oui, bonjour. Donc, je me présente, Audrey Lambert-Hamel. Je suis maintenant responsable du développement et de la mobilisation à la Fédération des centres d'action bénévole depuis la mi-avril. Avant ça, j'ai été durant 7 ans au Centre d'action bénévole de Bellechasse-Lévis-Lobinière à titre de coordonnatrice de la formation et du service conseil. Donc, dans le temps de la COVID, j'ai été amenée à avoir un pied, je vous dirais, dans le remaniement un peu de la gestion de crise du COVID, mais aussi, j'ai eu la chance d'arriver à la Fédération et d'avoir une vision un petit peu plus macro afin d'aider les centres d'action bénévole à travers la province à mieux se structurer, à repenser leurs services grâce à des recherches qu'on a fait, aussi des outils qu'on a produits en lien avec la COVID. Donc, tu peux peut-être changer de diapo, Elsa. Donc, pour ce qui est des impacts de la COVID-19, moi, j'ai ressorti 3 grands chaînes qui sont venus à moi par des échanges que j'ai eus avec les groupes bénévoles, soit la quarantaine obligée pour la majorité des bénévoles, parce que, vous le savez, les services essentiels qui sont dispensés à la population sont, dans la grande majorité des cas, dans les organismes communautaires, possibles grâce à des bénévoles. Et la majorité de nos bénévoles sont âgés pour la plupart de 70 ans et plus, ou certains avaient des conditions médicales qui faisaient qu'ils devaient se poser en quarantaine obligée. Donc, durant un court laps de temps, je crois que les organismes ont été un peu, excusez-moi l'anglicisme, mais shakés parce qu'on a été à repenser nos services dans l'urgence parce qu'on devait continuer de les offrir parce que c'est des services essentiels pour la plupart, mais on perdait nos bras, nos jambes, nos yeux sur le terrain qui étaient habitués de travailler avec nous, avec qui on avait une confiance.
Par contre, je pense que vous l'avez tous vécu, rapidement, le gouvernement du Québec a mis de l'avant jebénévole.ca comme étant la plateforme de jumelage officielle pour le bénévolat, mais surtout dans le cas de la COVID-19, pour le recrutement de bénévoles et les gens qui voulaient prêter main forte à la communauté. Donc, ça a été, je vous dirais, un autre impact parce que rapidement, les organismes ont été submergés de demandes, d'intérêt de la part de la population, de des gens qui voulaient s'engager parce qu'ils étaient eux aussi, là, durant un moment, pas sans travail, mais certains sur la PCU, certains travaillaient à distance, à la maison, donc ils pouvaient maintenant s'impliquer, donner de leur temps. Ce que ça a fait, et puis pour avoir été au Cap de Lévis à ce moment-là, c'est que j'avais des organisations qui m'appelaient en me disant « Et là, j'ai hausse mes offres parce que j'ai publié 3 postes disponibles, par exemple, pour faire de l'accompagnement transport, mais j'ai 48 personnes qui m'écrivent pour ces postes-là. Donc là, je suis submergée de réponses. Je dois gérer le terrain, mais je dois gérer aussi des retours d'appel, des retours de courriel, des gens qui voulaient s'impliquer, ce qui était aussi, je pense, un beau défi. Qui a amené les organismes vraiment là, à devenir autonomes, puis dans un temps limité, à former puis à accueillir des nouveaux bénévoles parce que on ne pouvait pas à ce moment-là prendre des nouveaux bénévoles qui ne connaissaient pas nécessairement la culture de l'organisation, nos services, puis les envoyer un peu lousses sur le terrain en disant, ben voici la glacière pour l'accompagnement de transport ou pour la livraison de popote, voici le trajet et vas-y. Il fallait quand même leur offrir un certain encadrement, puis il fallait se protéger aussi au niveau de la gestion du risque pour être sûr d'assurer la sécurité de tous à tous les niveaux. Donc, ça a été vraiment, je pense, un beau jumelage qui a été fait avec des bénévoles qui étaient là depuis un petit bout de temps. Il y a aussi des employés des organisations qui sont venus sur le terrain pour vraiment former les nouveaux bénévoles. Donc, ça m'amène à vous parler des adaptations des services parce que c'est sûr que la COVID a eu cet impact-là aussi. C'est autant pour les services directs aux usagers, autant pour les tâches bénévoles que l'équipe de salariés. Par exemple, pour ce qui est des services directs aux usagers, si je prends l'exemple des visites d'amitié, plusieurs visites d'amitié se faisaient en présentiel. Donc, un bénévole se rendait chez la personne pour briser l'isolement, pour discuter. Dans le cas de la COVID, on devait respecter les mesures de distanciation sociale et éviter la propagation du virus. Donc, les services se sont faits pour la plupart par téléphone. Si on pense aussi les services d'accompagnement transport, ça a été tout un branle-bas de combat pour pouvoir continuer à offrir les services. Mais là, on était dans un espace clos, un espace restreint qui est une voiture. Comment on va s'adapter pour continuer d'offrir le service? Ça a été vraiment de tout repenser nos services pour les rendre, si on veut, ISO-COVID. Ensuite de ça, il y a eu les tâches bénévoles aussi qui ont dû être adaptées, être modifiées. Comme Alison l'a dit dans sa présentation, certaines tâches bénévoles ont été suspendues. Si je fais référence, par exemple, aux friperies dans les services d'entraide et autres, on n'a pas eu le choix pour un moment de suspendre ces activités-là parce que, premièrement, elles n'étaient pas nécessairement essentielles pour le moment où on était. Il y a d'autres tâches aussi, mais moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est plus la façon dont les centres d'action bénévole et certaines organisations ont réussi à adapter les tâches bénévoles pour permettre à des bénévoles, par exemple, j'ai un cas en particulier qui me vient en tête, que lui, il y avait un poste de réceptionniste et la dame était, on va le dire, quand même isolée chez elle, sa famille était loin et tout ça. Et donc, elle avait une connexion Internet par chance, donc ils ont pris tout le système de téléphonie de la réception pour l'amener à domicile chez la dame pour lui permettre de continuer son bénévolat quand elle le voudra. Je sais que la dame était hyper contente des tâches qui avaient été faites pour elle parce que des adaptations, parce que je crois qu'habituellement, elle faisait 1 ou 2 quarts de travail, mais là, elle était quasiment tout le temps en train de répondre au téléphone, puis elle pouvait vraiment transférer les appels comme s'il était au centre d'action bénévole. Fait que je sais que ça a été grandement apprécié. Pour l'équipe de salariés, ben, je pense qu'avant la COVID, on connaissait un peu les webinaires et tout ça à distance, mais je pense qu'on est rendus tous pour des professionnels du Zoom. On a dû travailler pour la plupart de la maison, mais je sais aussi, je parle par expérience personnelle, puis vous aussi, vous êtes des salariés. Pour certains, ça a été quand même assez difficile là, de passer d'un bureau à 5 jours semaine à travailler à la maison à temps plein. Donc, il y a eu ces adaptations-là qui ont dû être nécessaires avec l'équipe de salariés aussi. Puis je pense que tout le monde a été capable là, de mettre du sien pour arriver à continuer à offrir les services dans les organismes. Tu peux changer la diapo, s'il te plaît.
Ah, Si ça ne fonctionne pas, c'est pas si grave. Parfait. c'est bon. Donc, ma troisième diapo, c'est garder le contact parce que qu'est-ce que j'ai souvent entendu, c'était d'une part, on a maintenir un lien avec les bénévoles réguliers, nos bénévoles qui malheureusement ont dû se mettre pour des raisons de sécurité en quarantaine forcée, mais aussi d'une autre part, consolider l'engagement des nouveaux et des aspirants bénévoles. Donc, maintenir un lien avec les bénévoles réguliers, ça a été nommé dans la courte présentation préalable de Alison. Il y a différentes façons de le faire, mais chapeau parce que je sais que la plupart des organismes l'ont fait, soit un appel téléphonique, soit un courriel pour s'assurer que les bénévoles allaient bien, qui gardaient le cap. On sait que pour la plupart, venir au centre d'action bénévole, venir à l'organisme, c'était leur réseau social et puis d'un coup, on leur coupe ça. Fait que je sais que certains ont trouvé ça super difficile, mais simplement avoir un appel téléphonique, ça a fait le bonheur de plusieurs. Aussi, certains responsables m'ont dit que certains étaient beaucoup isolés parce que justement, il n'y avait pas nécessairement de famille autour. Puis, ils ont commencé à aller livrer l'épicerie à ces bénévoles-là parce que, oui, certaines grandes chaînes d'épicerie offraient la livraison, mais comme vous l'avez vu comme moi, dans les débuts, ça pouvait prendre quasiment 3 semaines avant d'avoir ton épicerie, donc il ne fallait pas nécessairement être pressé. Fait que je sais qu'il y a de l'entraide comme ça qui s'est fait via les employés, les bénévoles réguliers. Puis je pense aussi que c'est important à ce moment-là de bien connaître nos bénévoles, pas juste de connaître nos bénévoles en tant que bénévoles dans l'association, mais les connaître un peu personnellement pour avoir des sujets de discussion un petit peu plus profonds à parler avec eux pour s'assurer de connaître leurs intérêts, leurs hobbies. Puis je pense qu'à ce moment-là, ils se sont sentis vraiment bien encadré. Pour ce qui est de consolider l'engagement des nouveaux bénévoles, comme vous le savez, une panoplie de gens s'est ruée aux portes des organismes pour aider. Puis je pense que le mot est peut-être mal choisi, mais je pense que la pandémie a été le moment parfait pour faire connaître à la population tout ce que le communautaire faisait et l'importance du communautaire pour les gens dans la société. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dit « je ne savais pas que vous faisiez ça » ou « je n'avais même pas idée que vous existiez ». Ensuite de ça, c'était de dire « comment que je peux garder ces gens-là qui sont venus me donner un coup de main à long terme ». Certains sont restés, certains ont dû quitter parce que, bon, le travail a repris, mais je sais que certains sont restés un quart de travail par semaine pour continuer d'aider. Puis c'est aussi, je pense, une réflexion collective qu'on va avoir à faire pour, pas de problème, pour les aspirants bénévoles. Parce que ceux qui n'ont pas pu venir nous donner un coup de main, parce que comme je vous disais, il n'y avait pas de place où on avait quand même essayé d'y rentrer, mais à un moment donné, il n'y a plus de place disponible, il n'y a plus de poste bénévole disponible. Et je pense que ça va être de faire une réflexion collective aussi en tant que fédération avec nos centres d'action bénévole, mais toutes les organisations ensemble à redéfinir le bénévolat puis à repenser l'implication des gens à long terme. Donc, je sais que ce qui avait été fait par certains centres, en ce moment, c'est les vacances pour certains bénévoles. Et puis, ils auront contacté les gens qui étaient sur cette liste-là d'attente pour leur dire « Hey, vous avez donné votre nom en avril, en mai, est-ce que vous êtes toujours intéressés? » Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais je sais que pour certains, oui, certains sont venus donner un coup de main pour l'été. On essaie de garder cette motivation-là. Finalement, pour la suite des choses, je vous dirais les constats qu'on a pu faire de la COVID. Est-ce qu'on était prêts? Je vous dirais que je pense que la COVID a surpris tout le monde, autant par la vitesse par laquelle elle s'est transférée au Québec, mais la force d'impact qu'elle a eu principalement au Québec comparativement au reste du Canada. Je pense que les organismes communautaires ont toujours bien su, excusez-moi l'expression, mais se revirer sur un dizaine, se réorganiser dans l'urgence. C'est ce qu'on a fait. Je pense qu'au niveau de la gestion du risque, maintenant, on a des protocoles qui ont été faits, on a des plans d'intervention, on a des plans d'action avec le COVID. Fait que je pense que s'il y avait une deuxième vague ou s'il y avait une autre pandémie qui suivrait, les organismes vont être plus solides que jamais. Mais ça a été un bel apprentissage qu'on a fait, je pense, dans l'urgence, malheureusement, mais c'est toujours comme ça, on dirait qu'on apprend mieux. La résilience, rapidement, j'aimerais féliciter la résilience des bénévoles, surtout les bénévoles qu'on dit que les bénévoles plus âgés ou les bénévoles en général n'aiment pas nécessairement le changement parce que ça fait peur et tout ça. Je pense que les bénévoles, dans le temps de la COVID, ont été exemplaires. Ils ont suivi les protocoles, ils ont voulu embarquer avec nous dans le bateau. Je pense qu'ils voulaient ce qu'il y avait de mieux pour l'organisation, ce qu'il y avait de mieux pour leurs compatriotes bénévoles, mais aussi pour eux-mêmes.
Donc, je pense qu'ils ont resté motivés aussi, ceux qui ont dû, comme je vous disais, se mettre en quarantaine forcée. Et pour l'adaptation des services, j'en ai parlé quelque peu, mais je pense que aussi tout le bénévolat va être à repenser à distance, les modes de travail aussi. Puis je pense que cette adaptation-là, si on est capable de la réfléchir à long terme, on va être capable d'aller chercher un nouveau type de gens qui peuvent s'impliquer, qui malheureusement peut-être ne pouvaient pas nécessairement le faire de 8 à 4 dans le temps normal. Donc, c'était ça, je pense, ma présentation au niveau de la motivation et de la mobilisation des bénévoles. Merci, Alison. Merci tout le monde aussi de m'avoir écouté. Super gentil. Merci, Audrey. C'était intéressant, puis j'en suis sûre apprécié. On est tous comme vraiment, on veut respecter l'heure, puis on a beaucoup à dire, donc c'était vite, mais c'était intéressant. Prochaine, je veux juste, je ne sais pas pourquoi, mais mon écran est, ah, voilà. C'est à Linda Barrette de Centre d'action bénévole de l'Ouest de l'île de partager quelques expériences avec nous. C'est parfait. Bien, merci beaucoup d'être parmi vous cet après-midi. Je pense, Audrey, franchement, tu as fait un job incroyable. Tu as vraiment décrit un peu c'est quoi la situation. Alors moi, je suis qui? Je suis une personne qui a toujours travaillé dans le communautaire, puis dans les dernières quelques années, ça fait 12 ans, je suis directrice générale pour le CAB Ouest de l'île de Montréal. Alors, juste pour vous donner grosso modo, c'est à peu près 8 villes, c'est 5 arrondissements, puis c'est une population d'à peu près 300 000 personnes. Alors, c'est sûr, comme CAB, on offre beaucoup de services puis de programmes similaires à vous. Donc, nous, on avait le volet de centre d'action bénévole, donc la promotion de l'action. Et donc, on est dans les écoles, on fait le bénévolat corporatif qui est assez fort dans notre milieu. On fait aussi les services aux individus, qui est des services essentiels. So, pour vous donner une idée, on a un centre communautaire pour aînés, on a 13 cuisines, des papotes roulantes un peu sur notre territoire, qui sont toutes un peu différents, à peu près 850 bénévoles, la zoothérapie. Alors, beaucoup de services qu'on offre aux individus aussi. Et donc, c'est sûr, quand on a eu le décret de cette urgence, j'ai mentionné que j'ai eu beaucoup de cheveux blancs. J'ai aussi alors, je pourrais dire, avant de commencer, pour vous décrire comment j'ai fonctionné, je pourrais vous dire que une des choses que j'ai trouvées très difficiles, c'était tous les partenariats du milieu. So, je pense chez vous, vous avez eu des cellules d'intervention, tout le monde veut aider, tout le monde frappe à votre porte. Et c'est dur, quelque part, de trouver c'est quoi notre... Mais les bénévoles en général sur notre milieu. Vraiment, on est le tissu social, on se le dit entre nous autres souvent, mais là, c'est à nous, je pense, de faire... le plus qu'on peut pour promouvoir l'importance de nos enjeux sur notre territoire, notre milieu. Puis définitivement, on a eu beaucoup de fatigue de la compassion. C'est ça que j'essaie de mentionner comme titre. Puis la mobilisation des bénévoles, c'est très bien, mais il fallait mobiliser nos équipes. C'est ça le plus important vraiment. Eux, il faut qu'ils soient outillés pour bien motiver les autres. Alors, je vais demander qu'on va sur la prochaine slide, s'il vous plaît, Alison. Alors, je vais vous dire, la première chose que j'ai faite durant cette crise, c'est que je voulais penser, c'est quoi la première chose que je dois faire? Et comme n'importe quel organisme, c'est de penser à votre mission. Alors, j'ai relis, puis après, il fallait que je pense un peu à c'est quoi les priorités. Donc, j'ai ciblé que nos bénévoles sur le terrain, qui sont nos propres bénévoles, étaient notre priorité numéro 1. Notre deuxième priorité, c'était certainement les organismes qui étaient en besoin puis en manque de bénévoles. Puis le troisième, aussi important, mais troisième en priorité, c'est les utilisateurs de nos services. Tout à coup, il n'y a pas de bénévoles qui font les popotes, il y a toutes les réalités que vous avez vécues. Alors, une fois que j'ai réalisé que voici les 3 cibles à qui que je dois répondre, que j'ai un devoir de le faire,
c'est là où on a fait un plan de mobilisation. Alors, le plan de mobilisation avait 2 volets. Un qui était le recrutement des bénévoles qui serait offert aux organismes en besoin, incluant nous autres mêmes. Et il y avait l'autre volet qui était les services essentiels aux personnes. Dans notre cas, c'était des personnes en perte d'autonomie sur un programme SAPA à Québec avec le CIUS, c'est des personnes en soutien à domicile. Et donc, on avait ces 2 volets-là. La prochaine, c'était comment faire la communication avec tout le monde pour qu'ils comprennent c'est quoi, premièrement, la porte d'entrée pour nos services. Et donc, ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à faire les bonnes communications, puis aussi de faire des guides organigrammes pour toutes les CIUS, les municipalités, un peu tout le monde, pour qu'ils nous utilisent comme ressources comme on devrait l'être. Alors, en termes de motiver, j'ai une bébête qui est dans mon bureau, alors il a décidé de participer avec nous autres. Alors, c'est ça. Comment motiver nos propres bénévoles pour revenir? Le premier problème qu'on avait, c'est qu'eux, ils étaient confinés. Alors, toutes les popotes ont fermé, les églises ont fermé, on n'avait pas de lieu, dans notre cas, pour offrir des popotes roulantes. Alors, c'était sûr et certain qu'on avait, la première chose, c'était la capacité d'accueil pour mobiliser et motiver les bénévoles de continuer le travail, mais peut-être à la maison. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est on veut maintenir les relations, on veut minimiser l'anxiété et en plus, on veut tout simplement leur offrir un soutien, un accompagnement avec le CAB. Alors, avec un message très clair, net et précis, comme de quoi il fallait tout fermer, autant le centre communautaire que ce soit les bénévoles dans les popotes roulantes, on les a donné des tâches à faire durant leur confinement. Alors, on les a donné des tâches comme appeler les clients, ainsi appeler leurs propres bénévoles dans chaque cuisine ou les propres bénévoles dans le centre communautaire. Ça, je vais vous dire, puis c'est juste vraiment, c'est comment tu appelles ça, mais c'est des chaînes téléphoniques. En développant ça, c'était presque une façon d'offrir un leadership, même si on n'avait pas beaucoup de gérance à ce point-là, mais c'est eux autres qui prenaient soin quand même chez eux. Alors, ça nous a permis de garder une communication, puis en même temps, savoir si les clients y étaient bien. Chaque 2 semaines, on leur offrait une nouvelle communiquée à donner aux utilisateurs ou les bénévoles. Ça c'était en premier lieu. En deuxième lieu, c'était nos actions pour soutenir les organismes communautaires. Comme je vous ai dit, c'était notre deuxième priorité. Alors, on le savait, on avait une perte. Eux, il y avait une perte de plusieurs bénévoles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est sûr qu'on a fait du marketing, mais on a été dans notre base de données. Encore une fois, on a fait aussi les réseaux sociaux. Et donc, le plus important pour nous, c'était un message clair, comme qu'est-ce qui était dans le questionnaire ou dans les constats que Allison a mentionnés. Mais c'était clair. On a besoin de vous. On est en manque de bénévoles. Est-ce que vous avez du temps? Et appelez ici. Ça, c'est sûr, avec Je bénévole, je vais vous dire, là, c'était comme la folie furieuse, puis j'en suis certaine que c'était comme ça chez vous. Mais on avait un canevas de messages, on avait de l'information qui était bien établie chez nous, dans notre milieu interne, qui nous a permis de bien dépister le message hors de notre centre. Alors, juste pour vous dire, on a recruté 500 bénévoles. Les 500 bénévoles ont, en premier lieu, eu un canevas de message, un message en disant « Merci, on a besoin de vous. Vous n'allez peut-être pas être appelés tout de suite, mais soyez toujours à l'écoute. On va vous envoyer de l'information de temps en autre. » Puis c'est ça comment on les a maintenus, parce que c'est une communication mutuelle puis continuelle.
En plus, ils ont eu les rôles de bénévoles durant le COVID. Ils ont eu une badge d'identification. Et ainsi, chaque équipe, on a fait 5 équipes sur notre territoire de 300 000 citoyens. Alors, on a divisé ça en 5. Puis, chaque équipe avait un soutien d'un chef d'équipe qui était un membre de notre personnel au cadre. C'est ça qui était winner pour nous autres parce que les bénévoles, ils ont toujours besoin d'une rassurance, puis ils ont toujours besoin d'être motivés quelque part, puis un accompagnement. Qu'est-ce qui était différent, c'est qu'on a accepté ceux avec des vérifications antécédents policières ainsi que ceux sans vérification policière. Dans les 5 équipes, on avait 2 équipes chaque groupe, ceux avec des antécédents policiers faits, accomplis, puis l'autre où c'était vraiment des bénévoles informels sans trop de structure. Pourquoi qu'on a fait ça? Parce que les banques alimentaires, ils voulaient un peu tout le monde. Ça nous a permis de recruter et faire un jumelage plus facile à comparer à quelqu'un où c'est de l'accompagnement bénévole. Tu as besoin vraiment de quelqu'un qui a des antécédents policiers de fait, autant que c'est l'organisme qui décide. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est aussi, je vais aller à la prochaine parce que je ne veux pas trop parler, on est supposé de vous écouter aussi, je crois bien, hein, Allison? Donc, action prise pour réintégrer les bénévoles. J'ai juste vraiment quelques messages à vous annoncer à propos de ça. Je pense que c'est une réflexion qui nous appartient, chacun de nous autres. C'est sûr, si tu as un centre communautaire, il faut que tu penses un peu peux-tu reprendre tes activités dans le mois de septembre, etc. Mais nous, on s'est dit, c'est quoi les essentiels? Bien, c'est les papas trop lents qu'on aimerait réouvrir dans le mois de septembre. La façon qu'on a faite, c'est que, tu sais, dans chacun de nos programmes, souvent, on implique les bénévoles dans la planification. Alors, je pense que c'est aussi important qu'on les implique dans le déconfinement. Pas tout le monde, c'est sûr, là, on connaît, ce n'est pas toujours facile, mais au moins, si tu as une porte-parole de quelques personnes. Nous, on a commencé où on les a impliqués dans la réflexion, on les a proposé des solutions, et c'est eux qui ont approfondi un peu la réflexion qui, en réalité, les font encourager pour reprendre leurs activités. Ça c'était un de nos moyens qui n'est pas révélateur, c'est quelque chose que fort probable vous faites, mais souvent, quand on est en crise, on ne pense pas à cet engagement ou les impliquer un peu dans la solution. Alors, l'autre affaire, j'aimerais juste mentionner, ça nous a fait réfléchir aussi sur la façon que les bénévoles sont influencés à donner leur temps. Je pense dans notre futur pas trop lointain, on va être peut-être besoin de faire des opportunités qui sont plus descriptives de leur sécurité dans leur lieu de travail, savoir c'est quoi la proximité avec la clientèle, etc. C'est ça la nouvelle réalité, puis je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Écoute, les obligations gouvernementales, ça change. C'est pas pareil au Québec, peut-être à Ontario puis à British Columbia. Il faut être réaliste de ça aussi. Puis moi, je me dis toujours dans le communautaire, c'est dans la mesure du possible. C'est quoi votre capacité? Alors, c'est bien mieux de faire quelque chose petit, puis tranquillement, puis bien, que faire tout, puis réouvrir avec des inquiétudes. Alors, l'autre affaire avec les bénévoles âgés, qu'est-ce que, comme vous avez fort probable eu l'expérience, c'est qu'il y a une approche un peu différente. C'est certain que la technologie, le Zoom, ça nous a forcé de penser un peu hors du contexte, puis c'est une très bonne chose. Parce que nos formations, nos façons d'inscription, il y a beaucoup de choses que je pense ça nous amène des opportunités. Mais il ne faut jamais oublier, c'est sûr, les utilisateurs de nos services ou même les bénévoles plus âgés qui ne connaissent pas la technologie. Je pense les communications, puis l'approche personnelle. Puis je pense Audrey a mentionné aussi, il y en a beaucoup de nous autres qu'on connaît nos bénévoles, c'est de continuer cet échange. Alors, c'est ça mes petits mots de qu'est-ce qui est arrivé chez nous, puis je vous espère
que tout va aller bien chez vous. Puis je pense en partageant comme on fait là maintenant, ça nous alimente beaucoup avec notre réflexion, puis savoir que, tu sais quoi, on est correct, puis on est un groupe très, très fort. Puis la dernière chose, c'est je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'organismes privés, si tu penses les business, qui seraient capables de réinventer leur lieu de travail durant une crise. Nous, on a fait ça, puis c'est quelque chose de pas mal incroyable à penser qu'on a pu tout changer, puis quand même répondre durant une urgence. Alors, c'est ça, Alison, c'est la fin de ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, vous deux, pour votre générosité puis partager vos expériences. Et j'aimerais juste souligner le dernier point de Linda, que nous, à Bénévoles Canada, avec toutes les conversations qu'on a eues avec des centres d'action bénévoles, mais aussi des organismes à travers le pays, on a vu vraiment une créativité puis une facilité de changer, de vraiment prendre en charge la situation puis livrer les marchandises. Vraiment, vraiment, c'est impressionnant et c'est inspirant pour nous. Donc maintenant, des fois, je ne peux pas... OK. Quelques commentaires des organismes qui ont rempli le sondage. Donc maintenant, on va passer, on a vraiment voulu, avec, c'est pas un groupe si énorme, on a voulu pas juste avoir des questions, mais vous êtes la bienvenue de poser des questions à Audrey ou Linda, soit au sujet de leurs expériences, mais aussi d'autres questions. Moi, j'en ai quelques-unes aussi, si jamais il en manque. Mais aussi, si vous avez une expérience que vous voulez partager ou quelque chose qui est bien allé chez vous ou quelque chose qui est comme un défi, c'est le moment de partager, mais comme j'ai... Oups, excusez-moi. Mais il faut le partager dans le chat. Je m'excuse pour ne pas avoir eu l'accès tout de suite. Donc, s'il y a des questions ou les gens qui veulent partager leur expérience, c'est le temps dans le chat. Et en attendant, je vais poser des questions à Linda et à Audrey. Moi, je vois dans les données qu'on a eues dans notre sondage et puis dans les expériences que tout le monde a eues par anecdote, qu'il y a beaucoup de bénévoles qui ne sont pas capables ou ne sont pas prêts à s'engager maintenant. Mais est-ce que éventuellement, avec les chiffres qu'on a eus, vous jugez qu'il y aura vraiment un moment où tous ces bénévoles peuvent revenir, s'ils veulent? Je ne suis pas Audrey. Moi, je pourrais vous dire que non. Ils ne vont pas tous revenir parce que je pense que c'était une super belle expérience pour plusieurs. Mais je peux vous assurer qu'une fois que les retours au travail ils étaient exigés par leurs employeurs, tout à coup, on a perdu moitié de ces bénévoles-là. Mais je pense qu'on les a touchés énormément. Alors, comment juger s'ils vont revenir dans le futur? Je pense qu'ils ont été énormément touchés. Je pense qu'Audrey a mentionné aussi qu'il y a beaucoup d'organismes ou beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas les organismes du milieu, qui ne connaissaient pas les urgences, les services essentiels. So, juste ça, c'est déjà winner pour nous autres parce qu'eux, ils ont une bonne sensibilisation du communautaire là, maintenant. Oui, puis je suis totalement d'accord avec toi, Linda. Comme j'avais dit, certains avaient des engagements, donc ils étaient disposés durant peut-être mars, avril à venir donner un coup de main parce que le travail était suspendu. Ils ont dû retourner. Comme j'ai dit, des fois, l'adaptation au travail, puis faire connaître les services, comme par exemple, les gens qui étaient venus donner, j'ai un cas en tête, qui étaient venus donner un coup de main pour la popote roulante, mais ils avaient connu par la bande les visites d'amitié, puis ils savaient que maintenant, ça se donnait par téléphone. Donc, certains, de pouvoir le faire par téléphone, leur permettait de peut-être continuer un engagement au travers de leur horaire de travail habituel.
Oui, et c'est important de parler des appels au téléphone parce que c'est pas tout le bénévolat virtuel qui est via l'Internet et c'est important de souligner ça. J'ai deux questions. Je commence avec comment avez-vous réussi à assurer la supervision des bénévoles à distance? Donc, c'est une chose quand c'est au début, mais maintenant c'est plusieurs mois. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous? Bien, moi, ce que je peux dire, quand j'étais à Lévis en mars, quand on a travaillé, nous, avec le 2-1 Québec Chaudière-Appalaches pour monter une base d'urgence de bénévoles pour qu'ils répondent au téléphone avec le 211. Puis c'est sûr que tout le monde qui a été recruté pour être agent téléphonique était à la maison. Donc, on leur a fait parvenir le matériel à la maison pour assurer la supervision des bénévoles. Il y a eu des webinaires qui ont été offerts, des moyens de formation. Puis il y a eu du coaching 1 à 1. Et ensuite de ça, une fois par semaine, il y avait une rencontre d'équipe qui était faite avec les bénévoles qui donnaient de leur temps à la maison. C'est sûr qu'il faut faire confiance aussi dans une certaine mesure parce qu'on n'est pas à côté d'eux tout le temps, mais l'avantage avec le 211, c'est qu'il y a des moyens aussi d'enregistrer la durée des contacts téléphoniques puis le nombre de réponses qui a été fait. Donc, ça permettait d'assurer un suivi peut-être un petit peu plus serré. Mais c'est sûr que pour d'autres formes de supervision des bénévoles virtuels, je pense que c'est bien de se mettre d'abord un plan de travail puis un échéancier avec des objectifs. C'est peut-être pas le mot choisi, des objectifs à atteindre, mais des cibles pour le bénévole pour qu'on sache un peu comment qui maintient son temps dans ses tâches bénévoles. Mais c'est sûr aussi qu'une grande part, comme je dis, qu'il faut faire confiance. Parce qu'effectivement, là, c'est ça aussi, le travail à distance avec les employés, on ne peut pas toujours être là, mais là, on sait que le travail est livré à la fin. Si je peux juste mentionner, pour répondre à cette question-là, pour nous, la supervision était pas toujours facile, mais à distance, vu que c'était le personnel qui est en charge d'une centaine de bénévoles par secteur, comme j'ai mentionné. Dans notre propre service, il y avait beaucoup de protocoles à suivre. Alors, la bénévole, son rôle, c'était, elle faisait, disons, dans notre cas, la livraison puis le magasinage pour l'aîné, mais il fallait qu'elle nous donne tout le temps l'information, combien ça coûtait, comment que ça a été, le comportement de la personne. Il y avait tout le temps un échange par courriel ou sinon par téléphone avec la bénévole. Ça a été intense pour le personnel, mais c'était vraiment quelque chose qui était un des bons coups qu'on a fait. Il y avait un accompagnement toujours. Et ceux qu'on envoyait aux organismes communautaires, ben, c'est eux qui font la gérance de leurs propres bénévoles. Donc, ma job était finie. Oui. Oui. Mais je crois que vous deux, vous avez souligné la communication, soit téléphone, soit webinaire, soit des rapports et tout ça, c'est intéressant. OK, une autre question. Est-ce que vous pourriez réorienter, après la période de la pandémie, le désir des bénévoles pour le groupe de bénévoles avec lequel, ah oui, je comprends, avec lequel ils ont travaillé? Parce que beaucoup de plaisir, des fois, c'est le bénévolat en groupe où les bénévoles sont amis ensemble. C'est-à-dire les professionnels de RH, santé, comptable, etc., qui aimeraient faire un bénévolat dans son domaine dans le futur. OK. C'est pas clair si c'est des nouveaux bénévoles ou des bénévoles qui sont... peut-être vous pouvez clarifier la personne qui a posé la question. Mais ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui remplace pour le bénévole, le social, dans ces situations, d'après vous? Je pense que c'est des nouvelles façons de faire dans le social. Puis je vais vous donner un exemple. On avait tous nos bénévoles qui ont fait les impôts au ouest de l'île. On l'a quand même fait avec Revenu Québec. Vous connaissez ça. Et donc, on avait 12 bénévoles. 12 bénévoles qui ont fait, je ne sais pas, 500 impôts pour les aînés. Et donc, on a fait un événement où on avait des tables spécifiques. Il y avait une personne à la table.
Puis on a pu faire une réflexion, puis on voulait au moins leur donner quelque chose pour leur temps. Puis on a quand même juste acheté comme des repas individuels dans une boîte, puis ça finit là. Alors, c'était vraiment distancié. Il y avait une façon de rentrer. Ils mangeaient, puis ils sortaient après. Donc, je pense qu'il y a des moyens. Il n'y a rien de super plaisant. Puis là, le fait qu'il faut qu'on mette les masques, puis tout le kit, là, ça change les choses un petit peu. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Bon, il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose. C'est quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier. Tous les services ont été délestés. Le retour des bénévoles se fait trop lentement. La peur du milieu est le facteur principal. Vous pouvez comprendre. Hein? Nous sommes à préparer un atelier en 3 volets. Prévention et contrôle des infections psychosociales et la maladie du coronavirus. L'information, questions et échanges pour rassurer nos bénévoles à suivre. Je crois qu'il y a d'autres participants aujourd'hui qui viennent du milieu hospitalier. Ça, c'est intéressant pour eux aussi. La personne qui a posé des questions pour les bénévoles qui travaillent en groupe, elle a précisé que c'est des bénévoles engagés déjà avec vous que vont travailler après comme bénévoles dans son domaine ou profession. Je dois dire que c'est pas clair pour moi encore cette question. Est-ce que, je tente de la comprendre, est-ce que c'est des bénévoles, par exemple, qui étaient comptables, qui ont pu, pour un moment, durant le temps de la pandémie, venir aider sur le terrain des organismes, mais qui ont dû retourner au travail? Puis comment garder ces gens-là engagés? Moi, c'est comme ça que j'ai compris la question. Je ne sais pas pour toi, Linda. Oui, ça a du bon sens, là. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, puis j'aurais tendance à vous dire que ces gens-là, pour avoir été chez vous, puis probablement avoir grandement apprécié l'expérience, puis avoir connu ce que vous faites, c'est peut-être possible d'essayer de développer un bénévolat corporatif avec eux. Vous savez, c'est de plus en plus populaire, puis ils font ça pour le team building dans plusieurs entreprises, puis c'est peut-être une façon pour eux de garder mobilisés, que ce soit 2-3 fois par année pour venir vous aider, par exemple, à faire des corvées de ménage ou faire d'autres activités, parce que je ne connais pas votre organisation en particulier, mais ça se fait déjà beaucoup, du moins du côté de Québec et Lévis. Je sais, je suis certaine que ça se fait ailleurs, ce qui pourrait être bien aussi. Et ça, c'est de voir si ça va avec leurs intérêts, sachant que c'est des professionnels, par exemple, en RH et tout ça. Est-ce qu'ils seraient intéressés à faire pour vous et des organisations similaires du bénévolat de compétences? Vous savez, les organismes communautaires, on fait ce qu'on peut, on fait toujours notre possible, mais des fois, on a un avis juridique, avoir des descriptions de tâches qui sont complètes, avoir un avis d'un RH pour du recrutement pour un nouvel employé. Des fois, faire affaire avec des services privés, c'est quand même dispendieux, c'est quand même onéreux. Est-ce que ces gens-là voudraient, après avoir connu c'est quoi votre mission et tout ça, vos activités, vous offrir du bénévolat de compétences? Moi, je pense que ça pourrait être des avenues à réfléchir et à penser à mettre en place. Je pense quelque part, il faut penser aussi, je ne sais pas comment le dire en français, mais le supply and demand. Alors, tu sais, en ce moment, la plupart des organismes ils n'acceptent pas leurs nouveaux bénévoles ou sont pas fonctionnels. Ça, c'est la nouvelle réalité. Puis avec le corporatif, c'est vraiment les bureaux chefs qui ont pris des décisions comme de quoi les équipes ne devraient pas sortir à cause. Ça, c'est notre nouvelle réalité. Alors, c'est tout à recommencer, je pense pas. C'est juste que pour le moment, c'est changé. Puis, je pense que pour nous, en tout cas, c'est vraiment capacité d'accueil. Est-ce que je peux appeler tout le monde? Non. Est-ce que je peux envoyer un message à eux autres? Définitivement. Puis, il y a des remerciements. Je pense que tous les bénévoles qui ont donné leur temps, quelque part dans le futur, après mes vacances, je vais leur donner un remerciement pour leur temps que j'ai donné plusieurs fois durant le temps de COVID ou ce qui était impliqué. Et ces bénévoles ont peut-être manqué la semaine d'action bénévole aussi et c'est une bonne idée. On ne peut jamais dire merci trop souvent.
Et des fois, c'est vraiment la chose qui est plus appréciée par les bénévoles. Le fait qu'ils sont appréciés, que leur geste était noté, que leur façon de le faire est notée. On peut noter différentes choses. Donc, est-ce que Linda ou Audrey, vous avez des commentaires pour finir? Il y a d'autres choses que vous voulez dire peut-être avant? Moi, juste pour dire que pour moi, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup, c'est les échanges. Je sais, avec la FCABQ, pour moi, ça a été une richesse de vous connaître aux événements annuels, puis quand je peux participer. Alors, il faudrait continuer ça d'une façon ou d'une autre. Puis je sais que je m'implique au niveau de Bénévoles Canada parce que ça m'apporte beaucoup aussi en termes d'information. Je pense que c'est ça, il faut juste se tenir la main un et l'autre, puis aussi juste ouvrir nos connaissances à différents milieux. Puis il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre. C'est ça. Oui, ben, je dirais un peu dans le même sens que Linda, l'importance de la concertation. Je pense qu'on a tous des excellentes façons de faire, mais il faut juste se mettre en place des moyens, des espaces d'échange pour s'entraider parce que je pense qu'on vit tous la pandémie bon, de façon différente, mais on est tous ensemble au travers de ça. Donc, effectivement, là, je suis d'accord avec toi là, de trouver des façons de s'entraider là-dedans. Pour ma part, j'aimerais vous remercier d'avoir été présent en grand nombre aujourd'hui à cette belle journée là, du 21 juillet. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Merci vous deux. Puis j'aimerais juste dire quelque chose que j'ai voulu dire à la fin de ma présentation, mais j'étais un peu prise avec des petits problèmes techniques. Que ce que j'ai présenté au début, c'était juste un tout petit peu de la richesse qui existe dans ce sondage qu'on a fait au mois de juin, fin mai, avril. Puis tout ce qu'on a présenté le 7 juillet est dans le lien dans ce diapo que vous allez recevoir. Et en plus, il y a plus qu'on a présenté le 7 juillet, puis il y aura d'autres webinaires et d'autres documents qu'on va produire qui va parler plus de la situation, l'impact de COVID-19 sur le bénévolat au Canada. Mais vraiment, merci beaucoup, vous deux, pour avoir partagé pas toutes vos expériences. Évidemment, c'est quelques expériences. Merci beaucoup à tous les participants pour avoir écouté aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, Audrey et Linda ont généreusement offert de partager leur courriel ici. Puis pour tout ce qui est Bénévoles Canada ou l'étude, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel ici en bas. Le dernier lien, c'est pour beaucoup de ressources qui existent sur notre page web qui sont, comme on a dit, comme Linda a dit, c'est une richesse de partager. Puis nous, on a l'opportunité de partager avec beaucoup de centres d'action bénévole, beaucoup d'autres organismes et on fait ensemble, on bâtit ensemble des ressources nécessaires pour combattre la pandémie, puis aussi de transformer un peu le bénévolat. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant et on va découvrir dans les mois qui suivent. Donc, merci beaucoup encore. Vous allez recevoir dans un courriel la présentation PowerPoint puis les diapositives. Et éventuellement, il y aura d'autres à venir. Merci et bon après-midi.